OK, c'est parfait. Alors, donc, la section 1, c'est essentiellement vraiment les questions qu'on a déjà vues. On va aller rapidement. Donc, la réponse, c'est faux. Donc, dans le marché des poires, avec courbe régulière de demande et d'offre, une diminution du revenu des acheteurs accompagnée d'une baisse des coûts de la main-d'œuvre pour le pomiculteur aura forcément l'effet d'augmenter le prix et la quantité d'équilibre. Ce qui est faux, parce que le prix va baisser et la quantité d'équilibre, encore, on ne sait pas si elle va baisser ou elle va diminuer. OK? Donc, c'est ça. On va voir que l'offre va se déplacer vers la droite, la demande va se déplacer vers la gauche et ça donne donc un prix plus bas et une quantité qui est incertaine. Parce qu'ici, l'offre et la demande se déplacent de la même proportion et ici, la demande se déplace plus que l'offre, ce qui entraîne une baisse de la quantité, alors qu'ici, ouais, ici, se déplace de la même manière. Il n'y a pas de changement. La question petit 2, c'est si pour un modèle de vélo, une diminution du prix de 1% a l'effet d'augmenter la quantité demandée de 1,5%, on peut alors dire que la demande pour le vélo est inélastique. C'est faux, parce que la demande est élastique. Il suffit de calculer l'élasticité. Vous allez trouver 1,5. OK? Donc, c'est élastique. 3. John peut acheter 2 biens, film et livres, et il dépense tout son revenu. Si John se trouve dans une situation où le ratio de l'utilité marginale au prix pour le film est supérieur à celui du livre, alors il pourrait augmenter son utilité totale, bien sûr en augmentant la quantité des films, et donc automatiquement la quantité des livres va diminuer, parce que les films lui donnent plus d'utilité, et on ne peut pas augmenter les deux à la fois, hein. On est d'accord, on ne peut pas augmenter les deux quantités à la fois. Je sais qu'il y a des gens qui ont répondu comme ça. Donc, augmenter les deux quantités, ça donne meilleur revenu, mais on pourrait le faire que lorsque notre papa possède un revenu infini. Quand on a un revenu infini, on peut augmenter les deux quantités sans on soit contraint par le budget. Mais quand on a un revenu qui est connu, on ne peut pas indéfiniment augmenter donc les deux. Donc, quand on augmente un bien, okay, sachant qu'on a dépassé tout déjà le revenu, pour augmenter un, il faut diminuer forcément l'autre. Parfait. Alors, le petit 4, dans une année, Jean peut produire un maximum de 2000 unités de bois ou 16 000 unités de blé. Et si son CPP est linéaire, quel est son coût de réalisation d'une unité de bois en termes de blé? Ben, c'est 4/5. J'ai vu des gens qui ont choisi 5K. Ben, désolé, c'est 0. Je n'avais plus le temps vraiment de bien l'expliquer. Et c'était vraiment, on l'a fait exactement comme je l'ai expliqué en faisant la règle de 3, voilà, pour ne pas vraiment se tromper, quoi. Donc, peut-être que c'est ceux qui ne se souviennent pas au labo qui ont dû se tromper en mettant le petit c. Alors, après la diminution du prix d'un bien, selon l'effet de substitution de quantité achetée de A, va toujours augmenter. Okay? Quand le prix diminue, la quantité augmente. Petit 6. Si la demande pour un bien A est parfaitement élastique, une augmentation de l'offre laissera inchangée la recette totale du vendeur. C'est faux. Parce que quand on a une demande qui est totalement élastique, c'est qu'on est dans ces cas. Alors, quand l'offre va se déplacer vers la droite, parce que le prix ne va pas bouger, parce que la demande est élastique, alors ce qui va se passer, c'est que le vendeur va vendre au même prix, mais avec des quantités plus élevées. Donc, la recette totale va augmenter. OK? Donc, la recette augmente, c'est faux. Bon, la majorité a trouvé ça. Le petit 7, si la courbe de demande est P égale à 200 moins Q sur 4, et la courbe d'offre est P égale à 50 plus Q sur 4, alors l'incidence d'une taxe de vente de 10 $ par unité sera égale pour le vendeur et pour l'acheteur. Oui, c'est vrai. C'est dans une des fiches de TP. OK. Donc, il faut juste appliquer la taxe et puis vous allez vous rendre compte que l'incidence sera de 5 $ pour chacun des deux. Le 8, dans la question précédente, si la courbe de demande avait été plus inélastique, l'incidence de la taxe sur l'acheteur serait plus grande.
Oui, c'est vrai. Là, je dessine alors une courbe de demande moins inélastique et une courbe de demande plus inélastique. On voit que ici, le prix va de P1 à P2. Ici, de P1 à P2 qui est plus grand. Le P2 ici est plus grand que ce P2. OK? Alors, on prend une situation où on a Q0, donc un bien où on consomme vraiment une quantité Q0 lorsque la contrainte, la droite budgétaire à ce niveau. Et maintenant, quand la droite budgétaire se déplace vers le niveau bleu, on voit qu'on consomme Q1 qui est plus petite. Donc, c'est un bien inférieur. C'est un bien inférieur simplement parce que le fait que la droite se déplace d'ici pour aller vers là montre que le revenu a augmenté. Donc, une augmentation du revenu entraîne une diminution de la quantité qu'on veut consommer pour ce bien. Ça veut dire que le bien est un bien inférieur. OK. Le 10, donc il y a 200 acheteurs dans le marché pour un bien et au prix de 10 dollars chacun. Et au prix de 10 dollars, chacun demande 5 unités. Alors la courbe de demande agrégée au total comprend nécessairement le point 10 dollars et 1000 unités. Okay? Parce qu'il y a 200 acheteurs, chacun veut acheter 5 unités. Donc ça fait 1000 unités qu'on veut acheter au total du prix unitaire. Au prix unitaire, 10 dollars. Tout est clair? Parfait. Alors, Oui, tout est clair. OK. Le 11, le gain d'échange entre deux îles, ceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, plus le taux d'échange favorise une partie, plus près de sa propre courbe restera cette partie après l'échange. C'est faux. Parce que plus le taux d'échange favorise une partie, plus loin de sa propre CPP restera cette partie après l'échange. Le 12, l'incidence d'une taxe ne dépend pas de la partie sur laquelle la taxe est imposée, mais plutôt de l'élasticité relative des courbes de la demande et de l'offre. Vrai. D'après la question 8, l'élasticité de la demande de l'offre affecte l'incidence de la taxe. Si nous supposons que la taxe a lieu à présent sur l'achat, en prenant l'exemple de la question 7, on montre exactement que ça aura le même effet. OK? Alors, petit 13, si lors d'une diminution du prix d'un bien, l'effet de substitution est compensé parfaitement par l'effet de revenu, on peut conclure que la demande du bien est parfaitement élastique. C'est faux, parfaitement inélastique parce que la demande n'a pas bougé suite à l'augmentation donc du prix, puisque la demande, l'effet de substitution est compensé par l'effet de revenu. Donc, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de changement donc, de la demande. Le 14. Si les prix de chacun des biens A et B doublent et que le revenu du consommateur augmente de 100%, alors la pente de la droite budgétaire va augmenter. C'est faux aussi, parce que la pente, en réalité, c'est PA sur PB, c'est-à-dire le prix de l'autre bien divisé par le prix d'un bien divisé par le prix de l'autre bien. Et cette pente-là, quand les prix doublent, ben, la pente ne va pas changer. OK. Alors, la question 15. Donc, dans un marché où la demande est donnée par Q égale 4 moins P sur 2 et l'offre égale et Q égale à P moins 2, donc l'imposition d'un prix plafond de 1 dollar aura l'effet de créer un surplus de 3 unités. C'est faux parce qu'il y aura plutôt de la pénurie. Il suffit juste de trouver l'équilibre avant l'introduction du prix plafond. L'équilibre est donné par P égale à 4 et Q égale à 2. Avec le prix plafond, ça va entraîner donc un équilibre une demande de 3,5 et l'offre sera de moins 1. Du coup, le décalage entre l'offre et la demande est donc de 4,5 unités. Donc, il y a une pénurie. La demande étant plus forte que l'offre. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette section? Parfait. Mais
Parfois, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Je vais répondre quand je vais recevoir la notification. Comme ça, les autres aussi pourront lire les commentaires. OK. Alors, la section 2, le problème 1, c'est le Chili et le Brésil qui échangent en fait du fruit et des bœufs. OK. J'ai juste une question, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous poser la question, c'est pour la question de l'effet de substitution. Oui. Est-ce que avec l'effet de substitution, l'augmentation du prix d'un bien, il implique la baisse de la demande, pas l'augmentation? Oui. Parce que dans le solutionnaire que vous venez de me montrer, il y avait augmentation comme la bonne réponse à la question 5. Oui, parce que le prix a baissé. La question, c'était? Le prix a augmenté, je pense. La question 5. C'est bon? C'est bon? Ah, oui, c'est bon. OK. Parfait. Alors, donc ici, on dit que dans une année, le Chili peut produire un maximum de 60 unités de fruits, soit 20 unités de bœufs, alors que le Brésil, c'est soit 100 unités de fruits, soit 50 unités de bœufs. Dans chaque cas, le coût de renonciation est constant le long de la courbe de possibilités de production. Alors donc, la question petit a, c'est de tracer les courbes de possibilités de production pour chaque pays. Le bœuf sur l'axe horizontal. Donc, c'est ça. C'est pas extraordinaire. Question petit B. Le Brésil détient un avantage comparatif dans la production de quel bien? C'est le bœuf. OK? Car renoncer à un bœuf équivaut à produire 3 fruits et renoncer à un fruit équivaut à produire un tiers de bœuf en Chili, alors que renoncer à un bœuf équivaut à la production de 2 fruits. Donc, renonciation à un fruit équivaut à la production de demi-bœuf au Brésil. Donc, le Chili est plus productif en fruits et le Brésil en bœuf. OK? Le Brésil fait mieux dans le bœuf. Le Chili, quand il renonce à un bœuf, il peut faire 3 fruits. Alors que le Brésil, quand il renonce à un bœuf, il peut faire juste 2 fruits. Donc, le Chili est mieux que le Brésil en fruits et donc le Brésil est mieux que le Chili en bœuf. C'est l'avantage comparatif. Ce n'est pas l'avantage absolu. Certains disaient que le Brésil a l'avantage dans les deux, quelque chose de ce genre. Mais on parle de l'avantage comparatif ici. Alors donc, le Brésil va exporter alors le bœuf et le Chili sera exportateur donc des fruits. Et pour trouver l'intervalle dans lequel doit se trouver le ratio d'échange fruits en termes de bœuf, pour que l'échange entre les deux pays puisse avoir lieu, alors il faut juste considérer ça. Donc l'échange en termes de fruits en termes de bœuf, donc il faut considérer le fruit en termes de bœuf, c'est combien pour les Chiliens? Donc pour le Brésil, pour que le Brésil achète les fruits du Chili, il faut que la quantité de bœuf pris du fruit soit plus petit que son coût de renonciation d'émis. Pour que le Chili accepte de vendre ses fruits au Brésil, il faut que le montant auquel il les vend soit plus grand que son coût de renonciation du fruit en termes de bœufs, soit un tiers. Conclusion, l'intervalle, c'est un tiers et un demi. D'accord? Donc, c'est cet intervalle-là. Et la dernière question, vraiment, nous donne des chiffres pour comparer, pour voir est-ce que le chiffre qu'on va trouver sera vraiment dans l'intervalle en question. Donc, si après spécialisation complète en production, le Chili proposait un échange de 30 fruits contre 20 bœufs, est-ce que le Brésil accepterait? La réponse est simple. 30 fruits contre 20 bœufs revient à dire un fruit contre
2 tiers de bœuf. Donc, le prix des fruits est plus grand que demi pour le Brésilien. Donc, le Brésil n'accepterait pas cet échange-là. Parce que ce qu'il voudrait, c'est entre 1 tiers et demi. Pas plus que demi. Il n'accepterait pas. Parfait. La question petit 2, le problème 2, c'est vraiment classique. Donc, la demande et l'offre, trouver l'équilibre, presque tout le monde a trouvé ça. Donc, on tombe sur 15 et 20. Donc, l'offre et la demande, on a le surplus du producteur en bas, le surplus du consommateur là. Alors, si le gouvernement impose un prix plafond de 10 $, par combien sera réduit le surplus du producteur? Donc, le prix plafond, quand on l'introduit, comme ça, là, donc le surplus du producteur sera perdu, la perte du producteur serait ce qui est en rouge. Donc, c'est ça qu'il faut calculer. Ça fait 15 moins 10, OK, multiplié par 20 plus 10 divisé par 2. L'aire du trapèze. 15 moins 10 multiplié par 20 plus 10 divisé par 2. Ça donne 75. Ou bien, quelqu'un peut aller calculer directement le surplus du producteur avant et puis le surplus du producteur après. Il va trouver la différence. Je pense que ça donne 100, quelque chose comme ça. Ça donne 100. Et puis ça donne 25. Donc, 75 ici. Parfait. La question petit d, la quantité échangée suivant l'imposition du prix plafond, quelle est la différence entre le prix chargé à celui que les acheteurs sont prêts à payer? Alors, la différence entre le prix auquel les acheteurs sont prêts à payer et le prix plafond est de 7,5, c'est-à-dire 17,5 et 10 $. Les 17,5 sont le prix correspondant à la demande de 10 quantités et cette différence va se traduire par un surplus plus élevé pour les acheteurs et par une pénurie parce que les producteurs vont vouloir produire moins alors que les acheteurs veulent acheter plus. Et la dernière question. Dans le graphique, indiquez le surplus du consommateur avant et après l'intervention. Quelle est la différence numérique entre les deux? Expliquez le sens économique du changement du surplus constaté. Donc, c'est ça, le nouveau surplus du consommateur, ça, le nouveau surplus du producteur avec ça. Donc, ça, c'est la perte sèche. La différence entre les deux surplus est positive, ce qui implique que la diminution du surplus causé par la réduction de la taille du marché, réduction de la quantité échangée, est plus faible que l'augmentation du surplus causé par la diminution du prix payé pour la quantité effectivement échangée. OK? Est-ce qu'il y a des questions? OK. C'est parfait. Alors, le problème 3. Dans le marché pour les iPads, les courbes de demande et d'offres sont respectivement données par ces équations. Alors, tracer les courbes dans un graphique, quel est l'équilibre? C'est simple. Il suffit juste de tracer ces courbes, on trouve l'équilibre. C'est 400, 200. D'accord? Et quelle est la valeur des deux surplus d'équilibre? Donc, le surplus du consommateur en jaune, le surplus du producteur en gris. Et on trouve la valeur, c'est 40 000 chacun. Supposons que le gouvernement impose une taxe d'achat de 200 $ par unité. Qu'est-ce qui se passe au prix reçu par les vendeurs et au prix payé par les acheteurs? On va se rendre compte que les acheteurs vont payer 100 $ de plus et les vendeurs vont perdre 100 $ aussi. OK? Ça veut dire qu'ils vont se partager les 200 $ qui sont les taxes. Donc, comme on a toujours vu,
on essaie de trouver l'équilibre après la taxe et on regarde un peu ce qu'il paye. Donc, c'est ça. Quel est l'effet quantitatif de la taxe sur les deux surplus? Montrez aussi les nouvelles R de ceux-ci clairement dans votre graphique. Donc, l'effet de la taxe sur les deux surplus. La taxe donc va faire baisser les deux surplus. Le surplus des deux va baisser. Vont baisser. C'est-à-dire que maintenant, les ménages payent, les acheteurs payent $500 au lieu de $400. OK? Et les vendeurs reçoivent $300 au lieu de $400. Donc, c'est ici le prix d'équilibre pour les vendeurs et les acheteurs, ça. Donc, les nouveaux surplus, donc pour le consommateur et les vendeurs, les producteurs sont les nouveaux qui sont en jaune et puis gris. Et voilà, on peut les calculer. Ça fait 800 moins 500 fois 150 divisé par 2. C'est ça, 800 moins 500 fois 150 divisé par 2. Ici, ça fait 300 moins 0 fois 150 divisé par 2. Donc, 300 fois 150 divisé par 2, on trouve toujours les 22 500 $. Quel est l'effet quantitatif de la taxe en termes de recettes gouvernementales et pertes sèches? Donc, la taxe a entraîné comme recette gouvernementale ça. Donc, le gouvernement perçoit $200 sur chaque produit. Donc, si le produit vendu à l'équilibre, c'est 150, donc ça va faire $200 fois 150. OK? $200 fois 150, c'est ça qui est le surplus du gouvernement. Et la perte sèche, c'est vraiment ça, ce petit triangle. Ou bien on peut calculer directement comme ça, ou bien on peut juste faire la somme donc de tous les surplus moins la somme de tous les nouveaux surplus. Les anciens surplus moins les nouveaux surplus, ça nous donnera donc la perte qui est de $5 000. Voilà, la perte sèche en rouge, le surplus du gouvernement en vert. Alors, on dit si la courbe d'offre avait été parfaitement inélastique à l'équilibre d'origine, quel aurait été l'effet numérique de la taxe sur le prix reçu par le vendeur? Quelle est le sens économique de ceci? Alors, le prix reçu par le vendeur serait encore plus faible si la courbe d'offre était plus inélastique. La perte totale sera encore ce sera encore beaucoup plus grande. OK? C'est-à-dire que si la courbe d'offre était plus inélastique, donc on aurait quelque chose de plus droit. Ce qui va se passer, c'est que un déplacement de la demande, okay, supposez que cette droite, c'est la nouvelle courbe d'offre. Donc l'équilibre était ici. Le fait que la demande se déplace vers là, vous voyez, le prix va tomber ici. Le prix va tomber ici au lieu de là. Donc le prix va être encore plus faible. Du coup, les vendeurs vont perdre encore plus. OK. OK, c'est parfait. Alors, le dernier problème. Le dernier problème, l'élasticité prix de la demande d'un bien est le ratio de la variation proportionnelle de la quantité demandée par rapport à la variation proportionnelle du prix, le tout exprimé en valeur absolue. Expliquez le sens de cette formule et la signification du fait qu'elle assume une valeur inférieure ou égale à 1, ou inférieure ou supérieure à 1. Donc, le numérateur donc, exprime donc le pourcentage
auquel en fait la demande varie par rapport au dénominateur qui est le pourcentage par rapport auquel le prix varie. Si cette quantité est inférieure à 1, alors on dit que la demande est élastique, est moins élastique ou bien inélastique. Si elle est supérieure à 1, on dit que la demande est élastique. Alors, ici, je pense que le calcul, la formule que j'ai utilisée, ça donne 3. Mais vous, je pense que ça devrait donner 5 tiers ou bien 1,66. La majorité trouvait 1,66. Et c'est tout à fait correct. La plupart d'entre vous l'ont trouvé. Alors ici, je l'ai montré de manière théorique. J'ai trouvé l'élasticité. Donc, en fonction de la quantité, je vois que c'est une courbe décroissante. Mais en réalité, vous pouvez juste tracer votre fonction d'utilité et puis essayer de montrer donc comment vous prenez une variation de 1 pour le prix, vous tracez et puis vous projetez comment la variation de la quantité va faire. Vous faites la même chose un peu plus en bas et puis vous allez voir que ça va donner une quantité plus grande ici. Donc, c'est juste ça. Et il y a certains qui l'ont fait graphiquement, il n'y a pas de souci. Et la dernière question, qui est la question petit d, c'est de trouver le signe. Donc, si le yogourt et la glace sont perçus comme des substituts, le prix du premier augmente. Quel sera le signe de l'élasticité croisée de glace-yogourt? Expliquez pourquoi à l'aide de la formule. Citez pourquoi à l'aide de la formule générale pour l'élasticité croisée. Voilà, donc l'élasticité croisée doit être positive parce que quand le prix de l'un augmente, la demande pour l'autre doit aussi augmenter parce que les clients trouvent l'autre comme un substitut, donc sa demande va augmenter. Donc, ce qui fait que l'élasticité, en fait, est positive. Et voilà, donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires donc, les questions que vous aurez ou à m'écrire. D'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions?